Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau Studio PS sous une météo, vous l'avez remarqué, radieuse. Alors au programme de l'émission, on a rendez-vous avec Thomas Dermine, c'est le secrétaire d'État à la relance. Il va nous expliquer justement ce que c'est le plan de relance. Mais pour débuter l'émission, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir le discours du 1er mai de Paul Magnette, président du PS. Le 1er mai, vous le savez, c'est un moment très important pour nous les socialistes. Paul Magnette est revenu sur l'importance des combats passés et de ceux du futur. Qui descend dans l'arène, qui remonte ses manches, qui travaille et qui fait avancer concrètement tous les jours le progrès social. Chers camarades, c'est un immense plaisir de vous retrouver, même si c'est à distance pour la deuxième fois. Le contact nous manque évidemment terriblement, on vient de le voir sur les images, tous ces souvenirs des dernières années. C'est cette année le 135e fois qu'on fête le 1er mai. Et donc c'est un bel anniversaire qu'on aurait bien voulu célébrer tous ensemble. Mais on va, à l'occasion de cet anniversaire, évoquer quelques grandes pages de l'histoire du socialisme, sans remonter trop loin, avec des témoins, avec des militants qui les ont vécus et qui vont nous partager leurs expériences. Et on va tout de suite regarder les premières images. Ça a éclaté. La centrale des métallurgistes était en négociation. Ça traînait et la cause des femmes n'avançait pas. Et elles avaient des conditions de travail indignes. Elles gagnaient moins que le manœuvre qui balayait la cour. À un moment donné, les femmes à la FN, qui étaient nombreuses, 3000 à peu près, elles se sont révoltées, elles sont sorties, elles ont fait sortir toutes leurs camarades. Les hommes qui traînaient sur leur passage, ils étaient très contents de pouvoir foutre le camp. Le combat pour l'égalité des femmes, il date de longtemps déjà, hein. Mais quand il peut s'organiser dans des femmes en colère aussi nombreuses et aussi virulentes, alors à ce moment-là, ça éclate. Hein. La crèche d'Herstal, c'est la grève des femmes de la FN, quoi. Hein. Mais c'est-à-dire qu'on a amélioré la situation des femmes, hein. Ça c'est évident. Mais il y a encore énormément à faire. Hein. Qu'elles gardent leur force, leur combativité, qu'elles prennent place sur la scène publique, qu'elles fassent dégager des réflexions utiles pour améliorer leur formation, leur équilibre, leur conception d'elles-mêmes. La grève de l'hiver 1960. Cette année, nous fêtons les 40 ans de la loi Moureau, qui est une loi qui vise à lutter contre toute forme de discrimination. Elle se focalise sur la discrimination, les messages de haine et les crimes de haine. Quand j'étais plus jeune, avec différents amis, on postulait à différents postes qui étaient très simples, mais j'étais toujours pas pris et eux oui. Et je me suis toujours posé cette question, qu'est-ce que j'ai de différent d'eux? Et je me suis rendu compte que ma couleur de peau pouvait être un obstacle. Quand on est petit, en fait, on dit qu'on est tous égaux. Et puis au fur et à mesure que l'on grandit, on se rend compte qu'il y a des choses qui se jouent dans l'invisible et il y a des choses que l'on n'arrive pas à expliquer avec des mots, mais c'est quelque chose qui existe. Ce qu'on peut dire aujourd'hui à ces personnes qui sont victimes de racisme, de discrimination et autres, c'est de leur dire que de chérir ce qu'ils ont de plus cher. Ta différence est importante et ta différence te rend unique, il faut pouvoir la cultiver. Chaque acquis en politique est quelque chose qu'il faut maintenir, c'est comme la sécurité sociale, c'est comme d'autres points, c'est vraiment quelque chose qu'il faut chérir et qu'il faut toujours avoir une certaine veille politique pour faire en sorte que nous ne puissions pas reculer sur nos acquis. J'aurais pas pu être autre part qu'au PS. Les femmes ont le droit de voter.
Quand on parle avec des gynécologues qui sont pensionnés ou qui travaillaient avant la loi qui a été votée dans les années 90, c'est terrible à quel point il y avait une pression, il y avait une incompréhension. Donc oui, ça a été fondamental que ce projet de loi soit porté à ce moment-là et que le PS s'active à ce moment-là grâce à Roger Lallemand. C'était un projet magnifique et heureusement que ça a été porté. Mais pour moi, l'interruption de grossesse, c'est fondamental. La possibilité d'avoir accès à une interruption de grossesse, c'est très très important. C'est un droit élémentaire parce que il y a un nombre important de personnes qui ont recours, mais il n'y a personne qui a envie de faire une interruption de grossesse. Mais quand la situation se présente et qu'il y a une grossesse qui n'est pas désirée, qui est impossible pour la femme, pour un couple, c'est tellement éprouvant que si en plus il fallait systématiquement se battre pour avoir accès à ça dans des conditions mauvaises comme ça pouvait être le cas avant, ce serait dramatique. L'âge des femmes qui font des interruptions de grossesse, ça ne cesse d'augmenter. On est à 28 ans, mais donc il faut que la contraception soit accessible pour beaucoup plus. Il faut aussi développer la recherche en matière de contraception masculine pour que la charge de la contraception, la charge économique, mais aussi la charge mentale se répartissent mieux dans les couples. Si on avait la possibilité d'allonger le délai d'interruption de grossesse en Belgique, comme ça avait été proposé là, en 2019, ça permettrait à toute une série de femmes de ne pas devoir poursuivre une grossesse non désirée ou aller à l'étranger. GRAPA, garantie de revenus aux personnes âgées. La GRAPA, c'est une assistance sociale qui est accordée à des personnes qui arrivent à l'âge de la retraite et qui n'ont pour retraite qu'une somme insuffisante pour vivre, pour toutes sortes de raisons d'accidents de la vie. On vient tout de même d'obtenir que d'ici 2024, il y aura une augmentation, par exemple pour un isolé, de 22%. 22%, c'est 1/5. C'est beaucoup et c'est bien. Oui, je suis contente que la GRAPA existe, mais j'ai beaucoup travaillé aussi quand j'étais permanente syndicale et avec l'aide de cabinets socialistes pour améliorer par exemple le statut des enseignants dans l'enseignement provincial et communal, par exemple, l'enseignement subventionné officiel. J'ai travaillé pour aussi le statut de l'artiste, pour aussi la carrière du chercheur scientifique à l'université. Il y a deux volets en fait à l'action socialiste. Soit on se bat pour préserver des acquis indispensables à la vie des gens, soit on continue à se battre pour améliorer le sort des gens. L'exposition universelle de Bruxelles. La Belgique a adopté le mariage entre homosexuels. Si on regarde la sécurité sociale, aujourd'hui, si elle n'existait pas, plus de 40% de la population devrait vivre en dessous des seuils de pauvreté. Début des années 2000, on s'est donc rendu compte que les allocations de chômage, par exemple, une allocation de chômage moyenne ne représentait plus que 25% du salaire moyen. Il y a eu des manifestations et des mobilisations, notamment syndicales, pour redemander en tout cas la remise en place de mécanismes de ce qu'on appelle liaison au bien-être des allocations sociales. Tous les allocataires sociaux sont évidemment concernés par ces allocations, donc tous ceux qui effectivement doivent vivre d'une allocation sociale, pas parce qu'ils l'ont choisi, mais parce qu'ils sont à la pension, parce qu'ils ont été victimes d'un accident de travail, d'une maladie professionnelle, d'une maladie, ont perdu leur emploi. On sait à quel point le chômage ces derniers mois, évidemment, a montré son caractère crucial dans le cadre de la crise Covid. Donc voilà, tout le monde est concerné, mais également les bénéficiaires de ce qu'on appelle les revenus d'intégration, mais aussi les allocations pour personnes handicapées. Si une sécurité sociale ne permet plus d'avoir des allocations pour vivre décemment, on a évidemment un gros souci. Et donc, les syndicats notamment se sont mobilisés, la FGTB en particulier s'est mobilisée pour remettre sur pied ces mécanismes de liaison au bien-être. Avec les socialistes, on a obtenu donc non seulement d'avoir ce mécanisme, c'est-à-dire tous les 2 ans l'obligation de négocier ces revalorisations d'allocations sociales, mais également, et c'est le plus important, une enveloppe et les moyens disponibles pour avoir ces revalorisations des allocations sociales. On devra toujours continuer à se battre. Aucun acquis social n'est acquis. D'ailleurs, doit-on parler d'acquis sociaux ou doit-on parler de combats sociaux? Donc le raisonnement se tient tant pour le Parti socialiste que pour les organisations syndicales. On nous dit toujours d'ailleurs que nous menons des combats d'arrière-garde.
la solidarité, une juste répartition des richesses. Ce n'est pas un combat d'arrière-garde. Sur un pied d'égalité, ceux-ci jouissent d'une indépendance presque On est des milliers, des millions à pouvoir être fiers de ce qu'on a fait sur le CETA. Le combat contre ces traités, c'est un combat fondamental effectivement entre socialisme et libéralisme. Le CETA, les accords avec le Vietnam ou le Mercosur sont des traités qui vont permettre toujours plus facilement à des employeurs de se dire il y a des droits sociaux qui ont été acquis en Belgique, très bien, moi je vais aller produire au Bangladesh ou au Cambodge. C'est plus acceptable aujourd'hui que ce qu'on refuse dans nos usines. Voilà, on refuse les conditions de production les plus polluantes, on refuse l'exploitation des travailleurs la plus scandaleuse. Pourquoi est-ce qu'on l'accepterait chez nos fournisseurs, chez les sous-traitants qui aujourd'hui fournissent les magasins qui ont pignon sur rue à la Rue Neuve ou ailleurs en Belgique? Des traités qui sont écrits par les lobbies d'affaires, par les lobbies patronaux, pour exporter toujours plus et pour supprimer ce qu'eux appellent des barrières au commerce, ce que nous on appelle des droits sociaux, ça c'est le fondement de ces traités et c'est pour ça que tels qu'ils sont écrits aujourd'hui, il faut continuer à les combattre. Et tant qu'on accepte une mondialisation qui met en concurrence les travailleurs au niveau international et qui du coup les met sous pression, tant qu'on accepte un système dans lequel si aujourd'hui on veut par exemple en Belgique instaurer la semaine de 4 jours, on va nous dire oui mais attention à la compétitivité, attention on est en concurrence avec des travailleurs ailleurs qui travaillent plus et qui sont payés moins. Mais tant qu'on accepte cette mise en concurrence et qu'on ne met aucune barrière, aucune balise à cette mondialisation, forcément les travailleuses, les travailleurs, la grande majorité de la population est perdante. La modification, l'ajout en fait, d'un enjeu important au niveau des droits des personnes en situation de handicap dans la Constitution, c'est fondamental. Cet ajout dit quoi? En fait, elle consacre nommément le droit à l'inclusion des personnes en situation de handicap et à avoir droit à des aménagements raisonnables. Quand c'est dans la Constitution, ça ne se discute pas. Et donc, ça va permettre de pousser, de revendiquer et d'aider les politiques à continuer à mettre des dispositifs forts pour répondre aux besoins. Il y a une vraie demande des personnes en situation de handicap sur beaucoup de niveaux, à beaucoup d'endroits. Niveau de vie, le montant des revenus, la sécurité des revenus, le droit à l'emploi, le droit à vivre où j'ai envie, le droit à pouvoir être aidé, accompagné dans mes gestes de tous les jours, mais pas uniquement chez moi, pour pouvoir assumer ma participation sociale, ma participation citoyenne, pas uniquement loisir. Le Parti socialiste travaille depuis de nombreuses années à l'inclusion des personnes en situation de handicap. Je voudrais faire un petit retour en arrière. Vous savez, la loi antidiscrimination, c'est le PS, hein? Et elle a quand même quelques années de route. Et c'est déjà un gros ancrage. On a beaucoup utilisé et on continuera à l'utiliser. Il y a beaucoup de chantiers à continuer et à prendre à bras-le-corps. Une réforme des allocations au niveau des personnes handicapées. Veiller à sécuriser les allocations de remplacement de revenus. Les élever au seuil de pauvreté. Des réponses pour un monde plus juste et accessible à tous. Voilà, je ne sais pas vous, mais moi, cette évocation de quelques-unes de nos grandes pages de notre histoire, de quelques-uns de nos gros combats, ça me touche beaucoup. Je ne suis pas né socialiste, je le suis devenu, c'est un choix vraiment personnel. Et ce qui m'a convaincu de rejoindre les dizaines de milliers de militants qui font vivre la solidarité au quotidien, bien sûr, c'est les valeurs du socialisme. C'est la lutte contre les inégalités, contre les privilèges et les injustices. C'est l'émancipation pour tous. Mais ce qui fait que je suis devenu socialiste, c'est aussi, et je dirais peut-être même surtout, la force des combats menés sur le terrain par nos militants et nos élus. Une très belle citation de Jean Jaurès, que j'aime beaucoup, donc que je cite souvent, qui dit « C'est en regardant vers la mer que le fleuve est fidèle à sa source ». Je trouve que ça résume très très bien notre philosophie, c'est nous battre pour nos enfants, pour l'avenir. C'est la meilleure manière de rendre hommage au combat de nos parents. Et s'inspirer du combat de nos parents, c'est la meilleure manière de nous battre aujourd'hui pour nos enfants et pour tous ceux qui vont nous succéder.
Le socialisme, c'est ça, c'est se battre sans relâche pour accélérer l'émancipation de toutes et de tous. C'est une longue chaîne qui ne doit jamais s'arrêter. Chaque génération a sa responsabilité dans un combat qui dure année après année, décennie après décennie. En 1919, par exemple, il y a plus de 100 ans, ce sont les socialistes qui ont inventé le logement social. Et aujourd'hui, ce sont des socialistes, Nawal à Bruxelles, Christophe en Wallonie, qui construisent et rénovent des milliers de logements sociaux. En 1920, c'est aussi un ministre socialiste, Joseph Wouters, qui a créé les pensions pour tous les travailleurs. Et aujourd'hui, ce sont les socialistes, avec Karine et Pierre-Yves, qui augmentent les pensions pour tous. En 1926, ce sont les socialistes qui ont développé les transports publics. Et aujourd'hui, ce sont encore les socialistes qui réinvestissent dans les transports en commun, avec le plan de relance de Thomas, et qui les rendent progressivement gratuits pour nos jeunes notamment, avec Rudy et avec Elio. Au sortir de la guerre, en 1944, ce sont les socialistes qui ont créé la sécurité sociale, avec nos camarades de l'Action commune. Et aujourd'hui, ce sont les socialistes qui garantissent son financement et qui relèvent toutes les plus basses allocations sociales. En 1963, il y a bientôt 60 ans, c'est Edmond Le Burton, encore un socialiste, qui a renforcé l'accès à la santé des personnes les plus vulnérables. Et aujourd'hui, ce sont les socialistes qui augmentent les budgets de la santé pour soutenir le personnel soignant et les patients. En 2001, il y a tout juste 20 ans, c'est Laurette Onkelings qui a créé le congé de paternité. Et aujourd'hui, à nouveau, c'est grâce aux socialistes qu'on fait passer ce congé de paternité de 10 à 20 jours. En 2006, c'est Rudy Demotte qui a créé la prime de rentrée scolaire. Et aujourd'hui encore, ce sont des socialistes, avec Caro, avec Fredo, qui généralisent les repas gratuits dans les écoles. Voilà, c'est ça la philosophie du socialisme. Tous les combats qu'on a menés hier, on continue à les mener aujourd'hui. On continue à leur donner de l'espace, on continue à leur donner de l'ampleur. Et des exemples comme ceux-ci, je pourrais vous en donner des centaines. Je pourrais vous parler par exemple du petit Pierre, 4 ans, qui va bénéficier d'un meilleur encadrement en maternelle, de Sarah, sa grande sœur de 7 ans, qui a reçu un ordinateur pour suivre les cours en ligne, de leur maman, Émilie, infirmière, dont le salaire va augmenter, et de leur grand-père, Maurice, qui recevra bientôt 290 € de pension en plus tous les mois. Tout ça, c'est grâce au combat des socialistes. Je pourrais vous parler d'Ahmed, qui est militaire et dont le salaire va aussi augmenter grâce à Ludivine, de son fils Hakim, qui a reçu une aide parce qu'il a perdu son job étudiant, de sa grand-mère Latifa, dont le revenu garanti va augmenter de 213 € par mois d'ici à la fin de la législature. Et tout ça, à nouveau, c'est grâce au combat des socialistes. Je pourrais encore vous parler de Mélissa, qui travaille en titre-service. Auparavant, elle était engagée pour moins d'un mi-temps. Désormais, grâce à Christy, elle a un vrai contrat, plus qu'un mi-temps, et elle va pouvoir bénéficier d'une vraie formation qui lui permettra d'avancer dans sa carrière dans le futur. Il y a aussi Malik, ingénieur du son, qui va avoir accès enfin au statut d'artiste, sans oublier Paulette, qui travaille en APE, et dont le job a été sauvé et pérennisé grâce à Christy et grâce à l'action des socialistes au gouvernement wallon. Toutes ces conquêtes, ce ne sont pas des rêves, ce ne sont pas des slogans, ce sont des avancées réelles. Ce sont des combats qu'on mène tous les jours et qui font reculer les inégalités, qui rendent la planète plus viable et la société plus juste, plus conviviale. On avait promis le retour du cœur, eh bien, on tient parole. En ce printemps, malgré la crise sanitaire, des millions de citoyens retrouvent enfin des perspectives. Et tout ceci, ce n'est qu'un début. La crise nous a rappelé que la précarité est loin d'avoir disparu. Les inégalités, les discriminations restent malheureusement criantes. Beaucoup de nos concitoyens souffrent de la solitude et de l'isolement. Et en ce jour de fête du travail, nous sommes aussi bien entendu aux côtés de nos camarades des organisations syndicales dans leur combat pour l'augmentation des salaires. Il faut d'une part pouvoir octroyer des augmentations de salaire à tous les travailleurs qui ont continué à donner le meilleur d'eux-mêmes dans des secteurs qui, malgré la crise, ont fait des bénéfices. Ça, c'est pour nous une évidence. On ne comprendrait pas qu'ils ne soient pas récompensés pour leur travail. Et il faut aussi, et c'est un combat qu'on mène aussi avec nos camarades des organisations syndicales, continuer à se battre pour augmenter le salaire minimum. Grâce au combat des socialistes, on est en train d'augmenter les salaires du personnel soignant, du personnel non marchand et des militaires. Eh bien, nous allons aussi continuer à nous battre pour que tous les travailleurs du secteur privé puissent eux aussi bénéficier d'augmentations de salaire dans tous les secteurs où c'est possible, parce qu'avec tous les efforts qu'ils ont faits, eh bien, vraiment, ils le méritent. Alors, dernière chose, pendant le confinement, nous avons eu aussi souvent l'occasion de réfléchir au sens de nos vies, à ce à quoi nous tenons et que nous voulons à tout prix préserver, et à ce dont nous ne voulons plus.
Et nous sommes de plus en plus nombreux à nous dire que nous ne voulons plus d'un monde dominé par le profit et qu'il est temps de remettre l'humain au centre de toute chose. Nous ne voulons plus d'un monde de la surconsommation, du gaspillage qui saccage la nature. Nous voulons une société fondée sur le respect et le partage. Nous ne voulons plus de l'austérité qui détruit tout. Nous voulons retrouver l'investissement dans les services publics et l'investissement dans l'humain. Nous ne voulons plus d'une économie de la performance à tout prix qui nous presse comme des citrons. Nous voulons aussi du temps pour nous et du temps pour tous ceux que l'on aime. Voici les combats que nous allons mener les prochains mois et les prochaines années. Le premier qui osera encore dire que les services publics et la sécurité sociale coûtent trop cher nous trouvera sur son chemin. Nous rappellerons que dans la crise, c'est grâce à la sécurité sociale et c'est grâce aux services publics et à leurs travailleurs que notre société a tenu bon. Et que le temps est venu de les consolider et de les étendre pour continuer à faire reculer les inégalités et l'insécurité d'existence. C'est tout le sens de notre combat depuis maintenant 135 ans. Ça le reste totalement aujourd'hui. Merci à toutes et à tous du fond du cœur, chers camarades, pour votre engagement, pour tous vos combats au quotidien. Merci du fond du cœur. À très bientôt. Pardon, je vous avais pas vu arriver. Bon, je vous explique. Là, on a rendez-vous avec Thomas Dermine dans son cabinet. Il va nous expliquer le plan de relance. C'est parti. Est-ce que vous connaissez le plan de relance? On en parle beaucoup. Eh bien, aujourd'hui, avec Thomas Dermine, le secrétaire d'État au plan de relance, eh bien, on va vous expliquer ce que c'est. Venez avec moi. Salut Thomas. Salut Jean. Alors, le 1er novembre 2020, tu es nommé secrétaire d'État à la relance. Qu'est-ce que ça signifie concrètement et quel est ton rôle au sein du gouvernement fédéral? Eh bien, au sein du gouvernement fédéral, je suis responsable de deux aspects. Le premier, c'est la relance, c'est-à-dire concevoir un plan de transition radicale pour notre pays, c'est-à-dire qu'on vise à accélérer la transition vers une économie qui est plus juste et qui est plus résiliente. Et je suis aussi en charge au sein du gouvernement de la politique scientifique, c'est-à-dire la recherche, le spatial et nos grands musées fédéraux. Alors Thomas, tu as fait toutes les négociations qui ont abouti à la formation du gouvernement. Est-ce que ça facilite les choses? Disons que je suis rentré dans le gouvernement en ayant déjà une vue assez large sur quels étaient les grands sujets du gouvernement, quels étaient les gros enjeux pour la famille socialiste et quels vont être finalement l'agenda et les grands combats à mener par ce gouvernement. Alors le plan de relance, c'est quoi? Qui concerne-t-il? Est-ce que ce sont des projets privés, publics ou les deux? Eh bien, le plan de relance, il nous concerne tous, parce qu'en fait, il y a des grands défis de société auxquels notre pays faisait face bien avant la crise du coronavirus. Et la crise du coronavirus, elle nous donne les moyens de réinvestir massivement dans notre infrastructure et dans les projets qui vont permettre que la Belgique de demain, elle soit plus juste, elle soit plus verte et elle soit plus solidaire. Justement, l'objectif, c'est de reconstruire le monde comme il était avant ou de faire évoluer les choses? Le but est finalement de rendre la Belgique du monde de l'après-corona plus verte, capable de répondre à ces enjeux, notamment en matière de transition climatique, de rendre la Belgique plus inclusive en menant toute une série de projets. Et moi, j'ai l'envie que pour nos enfants, finalement, ils se rappellent de la crise du coronavirus comme une crise sans précédent d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue économique, mais aussi un moment où on s'est rendu compte de la valeur d'être ensemble, de la valeur de reconstruire nos communs, ce qui nous protège dans des grands moments comme ça, et donc de construire activement le monde de demain. C'est donc l'Europe qui a attribué un budget de 5,9 milliards à la Belgique. Comment l'argent va-t-il être redistribué pour relancer l'économie? Bien, donc on a 5 grands sujets qu'on adresse au niveau de la mobilité, au niveau du développement durable, au niveau du digital, au niveau de l'inclusion et de la productivité. Et ce qu'il faut bien savoir et communiquer, c'est que l'Europe, elle nous donne une première enveloppe, mais que cette première enveloppe, elle ne sera pas suffisante pour faire face à l'ensemble des défis. Et c'est pourquoi, avec l'ensemble des gouvernements du pays, on travaille activement sur un plan de relance qui est plus large et qui vise à inscrire dans la durée un niveau d'investissement plus élevé pour pouvoir faire face à l'ensemble des défis du futur. Thomas, on parle souvent des effets multiplicateurs de l'investissement. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, les investissements publics, ils ont ce pouvoir d'avoir un effet d'entraînement sur l'investissement privé. Par exemple, si j'investis 1 euro dans une infrastructure, par exemple dans un réseau de fibre optique, on sait derrière que ça va avoir un effet d'entraînement sur des investissements privés, que ce soit par les ménages, par vous et moi qui vont prendre une série de décisions, ou par les entreprises. Et donc, notre objectif avec le plan de relance, c'est de sélectionner les projets d'investissement qui vont avoir cet effet d'entraînement sur l'investissement privé le plus élevé possible pour avoir véritablement un cercle vertueux au sein de l'économie. Ce qu'on observe dans le passé, c'est que la Belgique, elle a souvent été en retard
notamment par des politiques d'austérité en matière d'investissement public. On le voit dans notre infrastructure, on le voit quand on se balade dans nos villes, dans nos campagnes, qu'il y a des vrais besoins d'infrastructure. Et nous, ce qu'on veut résolument, et c'est notre action au sein du gouvernement, c'est inverser cette tendance et réinvestir finalement dans ce qui nous permet d'être ensemble et de vivre ensemble au sein de la société. À un moment, il a donc fallu trancher sur la sélection des projets. Comment ça s'est passé ? Eh bien, on a eu toute une série d'avis parce qu'on a essayé de faire un processus qui est véritablement participatif, qui implique les experts, qui implique les citoyens, pour que ce ne soit pas le politique seul qui décide à bureau fermé. Donc on a impliqué des associations de jeunes, on a impliqué des associations environnementales, on a impliqué les partenaires sociaux, les patrons, les syndicats, pour nous rendre des avis sur l'ensemble des projets. Et sur base de l'ensemble de ces avis, on a fait une priorisation des projets qui a un impact maximal sur l'environnement, sur l'économie du pays, mais aussi sur des dimensions qu'on prenait moins souvent en compte, notamment par exemple l'égalité entre les hommes et les femmes. Thomas, les projets sélectionnés font la part belle à la transition verte, y compris dans la dimension économique, la digitalisation, la mobilité durable, au vivre ensemble et à la formation. Est-ce que c'était le fil rouge du plan de relance ? Eh bien, l'Europe, elle nous impose, parce qu'elle finance une partie du plan de relance, de travailler sur ce qu'elle appelle la transition double, c'est-à-dire la transition digitale et la transition environnementale, en s'assurant que cette double transition, elle est juste d'un point de vue social. Et moi, je suis très heureux aujourd'hui de vous dire qu'en fait, notre plan, par rapport aux critères imposés par l'Europe, il est beaucoup plus vert et il est beaucoup plus digital que ce que l'Europe nous impose, parce que je pense effectivement qu'on est dans un moment charnière pour réinvestir massivement dans notre avenir, et on sait que notre avenir, il doit nécessairement être plus vert et plus digital. Thomas, pour clôturer, quel message tu adresses aux porteurs de projets qui ont été sélectionnés et à ceux qui n'ont pas été sélectionnés? En fait, on a eu énormément de beaux projets et on a vu que c'était vraiment un message fabuleux de voir à quel point construire l'avenir de notre pays, se projeter sur des grandes tendances de développement, de transition, était quelque chose qui mobilisait les citoyens. Donc il y a une première phase de projet qui va être sélectionnée maintenant, ce sont des très beaux projets. Ensuite, on va essayer de mettre en place au sein du gouvernement une deuxième partie de ce plan de relance pour pouvoir finalement financer d'autres projets additionnels qui vont avoir un impact sur l'économie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut faire des grands projets d'infrastructure, mais c'est aussi la transition, chacun de nous, à travers des actions très concrètes au niveau local, au niveau personnel, dans l'associatif, qui peuvent finalement s'engager dans un mouvement large qui dépasse le cadre du plan de relance porté par le public. Super, merci beaucoup Thomas pour les infos. Et merci Jean, au plaisir et à très bientôt. Bon Julien, qu'est-ce qu'il nous reste à faire là? C'est fini là je crois. Ah bah donc il faut dire au revoir à notre très cher téléspectateur. Et voilà, vous l'avez compris, c'est déjà la fin de notre Studio PS. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. En tout cas, vous nous manquez déjà. C'est pour ça qu'on se donne rendez-vous très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien, à la prochaine. Bye.